J'ai enfoncé le canon du revolver contre sa tempe ridée, et j'ai pressé la détente sans un battement de cils. Le sang a giclé sur le tapis persan de son bureau, ce tapis qu'il avait arraché à la vente aux enchères de Christie's à Paris, symbole de sa prétendue ascension sociale. Mon oncle, cet homme que j'appelais autrefois « tonton » avec une naïveté enfantine, s'est effondré comme un pantin dont on coupe les fils, ses yeux vitreux fixés sur le plafond orné de moulures haussmanniennes. Et moi? J'ai ri. Un rire sec, hystérique, qui a résonné dans l'appartement haussmannien du 7e arrondissement, ce rire qui m'a fait réaliser que la vengeance n'est pas un poison lent, mais une décharge électrique qui consume tout sur son passage. Ce n'était pas un meurtre impulsif. Non, c'était le premier acte d'une symphonie macabre que j'avais composée pendant des années, dans l'ombre des catacombes de ma propre âme. À la retraite de mon père, mon oncle avait prononcé ces mots fatidiques, « Les vrais hommes dirigent les affaires ». Il les avait dit avec ce sourire carnassier, devant une tablée de cousins ébahis, dans la salle à manger de la maison familiale à Saint-Germain-des-Prés. Mon père, usé par des décennies, a dirigé l'empire vinicole des Bergerons, ces vignobles centenaires du Bordelais qui fournissaient les caves des palaces parisiens, avait hoché la tête, les épaules voûtées par la fatigue. Il avait passé le flambeau, croyant en la loyauté du sang. Quelle illusion! Mon oncle, Alexandre Bergeron, avait vu dans cette retraite une opportunité de pillage, un festin pour hyènes. J'étais là, ce soir-là, à l'âge de 25 ans, fraîchement diplômé de l'ESSEC, les mains tremblantes autour d'un verre de notre château Bergeron 1982. J'étais le fils prodigue, l'héritier présumé, celui qui avait grandi à l'ombre des châteaux de pierre et des cuves de chêne, apprenant à distinguer un pomerol d'un margot avant même de savoir lire. Mon père m'avait formé, patiemment, comme on dresse un cheval de course pour le Grand Prix de Paris. « Tu seras le gardien de notre nom, Julien », me disait-il, ses yeux bleus, les miens, brillant d'une fierté paternelle. Mais Alexandre, mon oncle, ce loup en costume 3 pièces, avait d'autres plans. Il avait attendu ce moment comme un serpent attend la mue de sa proie. Les jours suivant la retraite de père ont été un tourbillon de formalités. Signature chez le notaire rue de Rivoli, toasts arrosés de notre cuvée prestige dans les brasseries chics de Montparnasse. J'étais euphorique, ivre de responsabilités futures. Alexandre m'avait pris sous son aile, m'invitant à des dîners au Fouquet-S, me glissant des conseils paternalistes. Les affaires, Julien, c'est comme le vin, il faut savoir laisser macérer pour extraire l'essence. Sa voix, grave et mielleuse, résonnait comme un prélude à la trahison. Bientôt, les premiers signes sont apparus. Des factures falsifiées dans les registres, des contrats détournés vers des comptes offshore à Genève. J'ai découvert les premiers écarts par hasard, en vérifiant les stocks au chai principal près de Bordeaux. Des palettes de bouteilles haut de gamme, étiquetées pour export vers les États-Unis, n'avaient jamais quitté les quais de La Rochelle. Au lieu de cela, elles finissaient dans les caves privées d'Alexandre, revendues au noir à des collectionneurs russes via des intermédiaires louches du Marais. Je l'ai confronté, un soir pluvieux d'automne, dans son bureau surplombant la Seine, au cœur du quartier des affaires du 8e. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente à nos misères familiales. « Tonton, ces disparitions. C'est toi ?» ai-je demandé, la voix chevrotante. Il a ri, un rire qui a fait vibrer les vitres. « Mon neveu chéri, les affaires sont un jeu d'échecs. Ton père était un bonhomme de terrain, mais il n'avait pas le flair pour les coups tordus. Moi, si. Et toi? Tu veux jouer, ou tu préfères rester un pion ?» Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Il m'a tendu un dossier, épais comme un roman de Zola, rempli de faux, des procurations signées de mon nom, des virements tracés à mon compte en banque chez BNP Paribas. Si tu parles, on tombe tous. Mais si tu te tais, on partage. J'ai accepté, par peur, par loyauté tordue envers la famille. Quelle erreur! Les mois suivants ont été un cauchemar bureaucratique. Les auditeurs de la DGCCRF ont débarqué au siège, alertés par des concurrents jaloux, peut-être les Rothschild du vin, qui sait. Des accusations de fraude fiscale, de blanchiment via des sociétés écrans à Monaco. Et qui a porté le chapeau? Moi. Alexandre avait tout orchestré, des emails falsifiés de mon adresse, des témoins soudoyés dans les vignobles. Mon père, brisé, a vu son nom traîner dans la presse. Le Monde titrait « Scandale au cœur du Bordelais, l'héritier Bergeron impliqué dans un réseau de contrefaçon ». J'ai été arrêté un matin gris, menottes au poignet, devant la grille du château familial. Les flashs des paparazzi crépitaient comme des coups de feu. En cellule provisoire à la santé, j'ai ruminé. La trahison d'Alexandre n'était pas seulement financière, c'était une excision chirurgicale de mon âme. Il avait volé l'entreprise, oui, mais aussi l'amour de mon père, qui m'avait regardé partir avec des yeux hantés de doute. « Julien, qu'as-tu fait » avait-il murmuré, la voix brisée par des décennies de confiance pulvérisée. J'ai passé 6 mois en préventive,
lisant Balzac dans la lumière jaunâtre, méditant sur la comédie humaine où les traîtres triomphent toujours. À ma sortie, sous caution payée par un prêtre anonyme, soupçonneux, l'entreprise était à lui. Château Bergeron S.A., rebaptisé Alexandre Bergeron et Fils, avec mon cousin cadet comme marionnette. Père s'était retiré dans une petite maison à Arcachon, buvant du vin bon marché, son palais aigri par l'amertume. C'est là que la graine de la vengeance a germé. Pas une vengeance flamboyante, à la Dumas, avec cape et épée. Non, une vengeance française, froide et calculée, imprégnée de l'absurde camusien, où l'homme se rebelle contre l'absurdité du destin. J'ai commencé par infiltrer son cercle. Embauché comme consultant indépendant pour des audits mineurs, ironie du sort, j'ai appris ses vices, les maîtresses au Plaza Athénée, les pots de vin aux élus de Bordeaux, les soirées libertines dans des lofts du Belleville reconvertis. Alexandre n'était pas un monstre pur. Il était un homme, avec ses faiblesses, et c'est là que j'ai frappé. Les premiers coups étaient subtils, comme un merlot qui s'infiltre dans les veines. J'ai falsifié un rapport d'audit, exagérant les pertes sur une cargaison vers Tokyo. Un « accident » qui a forcé Alexandre à injecter des fonds personnels pour combler le trou. Il a blêmi lors de notre réunion au Café de Flore, ses mains tremblant autour de son expresso. « Julien, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il sifflé, ses yeux porcins plissés de suspicion. J'ai souri, feignant l'innocence, des erreurs de jeunesse, tonton. Comme celles que j'ai apprises de toi. Il a ri, mal à l'aise, mais j'ai vu la fissure. La peur d'un homme habitué à diriger, pas à être dirigé. Bientôt, les secrets enfouis ont refait surface. Dans les archives poussiéreuses du notaire, j'ai découvert le vrai poison. Mon oncle n'était pas seulement un voleur, il était un imposteur. Père m'avait toujours raconté que sa sœur, ma tante Élise, était morte en couche, me donnant naissance, une mort tragique lors d'un accouchement à l'hôpital Cochin. Mais les papiers falsifiés par Alexandre révélaient la vérité. Élise avait survécu, exilée en Suisse pour un scandale. J'étais le bâtard d'une liaison illégitime entre père et la gouvernante, un secret que Alexandre avait utilisé pour me tenir en laisse. « Tu n'es pas un bergeron pur sang, Julien », m'avait-il murmuré un soir, ivre de cognac, lors d'une vendange. « Ton père t'a adopté par pitié. Si tu me trahis, le monde saura que tu es un paria. » Cette révélation m'a consumé comme un feu de broussailles en été gascon. J'ai confronté père à Arcachon, sous le ciel plombé de l'Atlantique. Il a pleuré, ses mains calleuses serrant les miennes. J'ai voulu te protéger, mon fils. Alexandre. Il a tout su, et il m'a fait chanter pour l'entreprise. La trahison s'approfondissait. Non seulement Alexandre avait volé l'héritage, mais il avait forgé ma vie sur un mensonge, me faisant porter le poids d'un péché originel qui n'était pas le mien. J'ai juré, ce jour-là, sur la Bible familiale, un vieux tome relié cuir des Lumières, que je le détruirais. Pas par la loi, trop lente et corrompue comme les tribunaux de Nanterre. Par le chaos personnel, ce désordre existentiel qui ronge l'âme. Ma revanche s'est intensifiée. J'ai séduit sa maîtresse du moment, une actrice ratée du cinéma d'auteur, logée dans un appartement vue Louvre. Claire, avec ses lèvres pulpeuses et son accent marseillais chantant, était son point faible, ou du moins le croyait-il. Au lit, entre les draps de soie du Meurice, elle m'a confié ses doutes. Alexandre est un serpent. Il promet le mariage, mais il a déjà une femme à Deauville et des enfants cachés. J'ai utilisé cela, semant des rumeurs via des amis dans la presse people. Closer titrait « Le magnate du vin et ses doubles vies, infidélité et bâtard ». Alexandre a pété un câble, me convoquant dans son bureau comme un seigneur féodal. « C'est toi, hein? Toi et cette salope » a-t-il hurlé, son visage empourpré comme un pinot noir sûr. J'ai nié, les yeux innocents, mais intérieurement, je jubilais. Le voir se débattre, l'homme invincible réduit à un amant jaloux, était une extase perverse. Pourtant, il a contre-attaqué, vicieux comme un renard dans les vignes. Une nuit, des brutes, des ex-tolards de Fresnes, payés au noir, m'ont sauté dans une ruelle du 11e, près de l'Oberkampf. Côte cassée, lèvres fendues, j'ai rampé jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine, le goût du sang dans la bouche. Le message était clair. Arrête, ou c'est ton père le prochain. J'ai feint la soumission, envoyant des fleurs à son bureau, des excuses larmoyantes par SMS. Mais en secret, j'ai creusé plus profond. Avec l'aide d'un hacker freelance, un gamin de banlieue repéré sur le dark web via un café anonyme à Pigalle, j'ai accédé à ses comptes. Là, l'abîme, des transferts vers des charities bidons, du blanchiment pur via des ONG fictives au Sénégal, et pire, des preuves qu'il avait empoisonné, littéralement un concurrent lors d'une dégustation à Cannes, un verre de Bordeaux adultéré au cyanure dilué. Cette découverte m'a paralysé. Alexandre n'était pas un escroc banal. Il était un meurtrier, un Caligula des cépages. Et moi, j'avais porté ses crimes fiscaux,
mais celui-là. J'ai hésité, pour la première fois. Était-ce de la justice que je cherchais, ou juste la destruction mutuelle? Les nuits à Paris, errant le long des quais, le vent de la Seine fouettant mon visage, je me suis rappelé Sartre. L'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer personnel est pire, un monologue intérieur où la vengeance se mue en autoflagellation. J'ai décidé de frapper plus fort, infiltrer sa famille. Mon cousin, Étienne, le fils officiel, était un faible, un youpi du 16e obsédé par les montres Patek. Je l'ai approché lors d'un vernissage au centre Pompidou, lui glissant des doutes sur l'héritage. Ton père te spolie, Étienne. Il prépare un testament pour une bâtarde à Lyon. Mensonge, bien sûr, mais efficace. Bientôt, les disputes familiales ont éclaté, des scènes dignes de Feydeau, avec cris et verres brisés lors des dîners autour d'argent. Alexandre a senti le vent tourner. Il m'a invité à une réconciliation feinte, un week-end au château familial, ironie cruelle. Là, sous les chandeliers de cristal, il a tenté de m'acheter, une part minoritaire de l'entreprise, un appartement à Neuilly. Oublie le passé, Julien. Nous sommes de la même engeance, des survivants. Sa voix suintait la fausseté, comme un vin corqué. J'ai acquiescé, toasting avec notre cuvée millésimée, mais dans ma poche, le revolver, un vieux manurin acheté au marché noir de Barbès, pesait comme un présage. La nuit, dans ma chambre d'enfant, entouré de posters fanés de foot et de vin, j'ai planifié le climax. Pas une mort anonyme, mais un spectacle, un opéra de sang qui forcerait le monde à choisir des camps. Le jour de la vendange, sous un soleil impitoyable du Médoc, j'ai mis mon plan en branle. Les vendangeurs, ces ombres courbées sur les rangs de Cabernet, chantaient des airs occitans oubliés, indifférents au drame qui se nouait. Alexandre présidait la fête comme un roi païen, distribuant des bonus en billets froissés, embrassant les épaules nues des saisonnières. J'étais à ses côtés, le neveu prodigue revenu au bercail, un sourire plaqué sur le visage. Mais intérieurement, je bouillonnais. Ce jour-là, j'avais saboté le pressoir principal, une vanne ouverte en secret, inondant les cuves d'eau saumâtre de la Garonne. Le vin nouveau, ce nectar qui aurait dû être notre fierté 2025, s'est transformé en vinaigre, une perte de millions qui a fait chanceler l'Empire. La crise a éclaté lors du dîner sous les étoiles, dans la cour pavée du château. Les invités, sommeliers de Michelin, banquiers de la Défense, une sprinkling de politiques bordelais, ont goûté la cuvée défaillante. Grimaces, murmures, puis un tollé. Alexandre, rouge de fureur, a balayé les verres d'un revers de main, le cristal volant en éclats comme des illusions brisées. Qui a fait ça? A-t-il rugi, ses yeux balayant l'assemblée. Ils se sont posés sur moi, bien sûr. J'ai haussé les épaules, un sabotage interne, peut-être. Comme ceux que tu as subis par le passé. Le sous-entendu a plané, lourd comme l'ozone avant l'orage. Les invités ont filé, laissant un sillage de ragots qui se répandrait jusqu'à Vinexpo l'année suivante. Seul avec lui dans le bureau du chai, imprégné d'odeur de tanin et de trahison, il m'a plaqué contre le mur, sa main autour de ma gorge. Tu crois me faire plier, petit merdeux? J'ai survécu à pire que toi. Ton père. Il s'est tu, mais j'ai vu le regret dans ses yeux. Il avait failli avouer le chantage sur le secret de ma naissance. J'ai profité de l'hésitation pour le repousser, sortant le revolver. Finissons en Alexandre. Pour père, pour l'honneur volé, pour les années en cage que j'ai endurées à ta place. Il a ri, un rire gargouillant, suppliant presque. Tue-moi, et tu deviens comme moi. Un monstre. C'est là que le dilemme m'a frappé, viscéral. Tuer un parent, même un traître, n'est pas un acte libérateur. C'est une sentence à vie. Les sirènes au loin, des gendarmes alertés par un invité parano, ont scellé mon choix. J'ai pressé la détente, le cou étouffé par un silenciateur artisanal. Son corps s'est affaissé parmi les fûts, un tableau macabre digne de Goya. J'ai fui par les vignes, le cœur battant la chamade, direction Bordeaux et un train de nuit pour Paris. Dans le wagon-lit, bercé par le cliquetis des rails, j'ai pleuré pour la première fois depuis l'arrestation. Pas pour lui, mais pour l'homme que j'avais été. La presse a explosé le lendemain. Meurtre chez les Bergerons, l'héritier vengeur. Les spéculations allaient bon train, divisant l'opinion. Pour certains, j'étais un justicier romantique, un Hugo des temps modernes défendant l'honneur familial contre la corruption capitaliste. Pour d'autres, un psychopathe, un Oedipe dérangé tuant son oncle pour un fantasme d'héritage. Père m'a appelé depuis Arcachon, la voix tremblante. « Reviens, Julien. Tout peut s'arranger. » Mais rien ne s'arrangeait. J'étais en cavale, planquant dans un garni de Montmartre, finissant les nuits dans des bars à absinthe du 18e, hanté par des visions d'Alexandre ricanant. Pourtant, la vengeance n'était pas achevée. Le twist, ce serpent qui se mord la queue,
est survenue lors d'une visite clandestine à la maison familiale. Dans le coffre-fort de Père, derrière un faux panneau de bibliothèque, j'ai trouvé les lettres. Élise, ma mère, n'était pas morte, mais vivante, recluse dans un couvent des Alpes. Pire, Alexandre n'était pas mon oncle par le sang. Il était mon demi-frère, fruit d'une liaison adultère de mon grand-père avec sa propre sœur. Le secret Chonjus n'était pas le mien, mais celui d'une incestueuse lignée Bergeron, un poison générationnel. Père l'avait su, et pour me protéger, il avait laissé Alexandre me piéger, Gan Titaï pour préserver la façade familiale. Cette révélation m'a brisé. J'étais le fruit d'un arbre vénéneux, et ma vengeance? Un fratricide involontaire. J'ai confronté Père par téléphone, depuis une cabine publique sous la pluie battante de la place de la Concorde. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ai-je hurlé, les passants nous jetant des regards obliques. Parce que l'amour, Julien, est la plus grande trahison. J'ai préféré te voir haïr lui que te haïr toi-même. Ces mots ont résonné comme un glas. J'ai raccroché, errant vers la Seine, tentant de noyer mes démons dans les eaux troubles. La traque a commencé pour de bon. Les flics de la PJ, ces limiers parisiens aux costumes froissés, ont fouillé les vignes, interrogé les vendangeurs, passé au peigne fin les caméras de la gare Saint-Jean. J'étais un fantôme, changeant d'identité comme de chemise. Un faux passeport acheté à un Algérien de Barbès, me transformant en Pierre Duval, ouvrier anonyme. Paris, cette ville de masques, m'a avalé, jour à trimer comme livreur pour Uber Eats dans le Marais, nuit à ourdir la phase finale. Alexandre mort, l'entreprise vacillait, mais son fantôme, ses associés, ses dettes, menaçaient d'engloutir Père. J'ai décidé de frapper le cœur économique. Une fusion forcée avec un concurrent, les Duval du Languedoc, que j'ai contacté via un intermédiaire à Nîmes. J'ai des preuves sur Bergeron. Leur ai-je glissé lors d'une rencontre secrète dans un bistrot de la Butte aux Cailles. Fraude, meurtre. Aidez-moi à racheter, et je vous livre tout. Ils ont mordu, ces rapaces du Sud, voyant une aubaine. La bataille juridique s'est engagée aux tribunaux de Bordeaux, un cirque de plaidoiries et de faux témoignages. Père, témoin clé, a dû choisir. Trahir mon secret pour sauver l'héritage ou me laisser sombrer. Le débat public s'enflammait. Sur les plateaux de C'est à vous, des éditorialistes divisés, Julien Bergeron est-il un héros ou un assassin? Clamait un, tandis qu'une féministe du 9e le taxait de « patriarche toxique perpétuant la violence masculine ». Les réseaux sociaux bouillonnaient, #Vengeance Bergeron et Justice pour Alexandre s'affrontant comme des armées. J'ai même reçu des lettres anonymes. Des fans me suppliant de « continuer la croisade », d'autres me maudissant comme un parricide. Cette polarisation m'exaltait et me terrifiait. Ma revanche divisait le pays, transformant un drame familial en controverse nationale, un peu comme l'affaire Dreyfus revisitée au goût de tanin. Dans ma planque, un studio étouffant près de la Bastille, j'ai reçu la visite inattendue de Claire, l'ex-maîtresse. Enceinte de lui, bien sûr, elle suppliait « Ne détruis pas tout, Julien. Le bébé. Il mérite un nom. » Son ventre arrondi, sous le manteau de laine, m'a désarmé. Était-ce la pitié ou le remords? Je l'ai laissé partir avec une enveloppe de cash, mais ces mots ont semé le doute. Et si la vengeance n'engendrait que plus de douleur? Pourtant, j'ai poussé plus loin. Avec le hacker, j'ai leaké les fichiers sur Wikileaks français, des preuves d'Alexandre impliqué dans un cartel de faux vins lié à la mafia corse. Le scandale a éclaté comme une bulle de champagne. Raid de la gendarmerie, arrestation en cascade, l'entreprise saisie. Père a craqué sous la pression. Lors d'une audience publique au palais de justice de Bordeaux, il a avoué tout, l'inceste ancestral, le chantage, ma naissance illégitime. Julien est innocent de mes péchés, a-t-il déclaré, la voix rauque, face à une salle bondée de journalistes. Le twist a foudroyé l'Assemblée. J'étais non seulement le vengeur, mais la victime d'une malédiction familiale. Les juges ont suspendu les poursuites, mais le mal était fait. Père, ruiné moralement, s'est effondré en larmes sur l'estrade, un vieillard brisé par ses propres mensonges. J'ai été arrêté 2 jours plus tard, dans un café du Vieux-Port à Marseille, où j'avais fui pour un dernier sursis. Les menottes étaient froides, familières. En cellule à la prison des Baumettes, j'ai attendu le procès, méditant sur la vanité de tout. Ma revanche avait gagné, l'empire d'Alexandre en cendres, son nom souillé pour des générations. Mais à quel prix? Père en maison de retraite médicalisée, Claire accouchant seule d'un enfant sans père, et moi, un matricule attendant la sentence. Le procès fut un théâtre de l'absurde, un vaudeville tragique sous les lambris du tribunal de la République à Paris. L'avocat général, un procureur au menton fuyant comme un politicien de l'Élysée, m'accusait de meurtre prémédité, brandissant des photos gore du corps d'Alexandre comme des trophées. Cet homme a exécuté son oncle par cupidité, perpétuant un cycle de violence bourgeois. Tenait-il, sa voix nasillarde résonnant dans la salle comble.
Mon défenseur, une avocate flamboyante du barreau de Paris, experte en cause perdue, contrecarrait « Messieurs, c'est une affaire de secrets familiaux, de trahison séculaire. Julien Bergeron n'est pas un criminel. Il est un survivant d'une dynastie maudite. » Les témoins défilaient comme des fantômes. Étienne, mon cousin, pas les vengeurs, jurant que j'avais comploté depuis des mois. Claire, le ventre encore gonflé, témoignant de mes manipulations amoureuses avec une réticence larmoyante. Même père, en chaise roulante, murmurant des excuses inaudibles. La presse, insatiable, dévorait chaque mot. Libération titrait « Le fratricide des vignes, justice ou vengeance ?» Tandis que Valeurs Actuelles me peignait en martyr conservateur contre la décadence morale. Le public se scindait, des manifestations dehors, pro- et anti-Bergeron, avec pancartes et slogans dignes d'une émeute de mai 1968. Moi, au banc des accusés, je restais stoïque, récitant intérieurement des vers de Baudelaire. « Aux douleurs. Aux douleurs. Le temps mange la vie. » La vérité sur l'inceste a émergé pleinement lors de mon témoignage. J'ai parlé, voix claire et mesurée, comme un confesseur sartrien. J'ai tué un monstre, mais en le faisant, j'ai tué une part de moi. Alexandre était mon frère, mon bourreau, mon miroir. La salle a retenti d'un hoquet collectif. Les jurés, ces citoyens ordinaires tirés au sort, un prof de banlieue, une infirmière de province, un retraité de la SNCF, ont pâli. Était-ce de la compassion ou du dégoût? Le twist final. J'ai révélé un enregistrement, fait lors de notre dernière confrontation, où Alexandre avouait le meurtre du concurrent. Écoutez-le confesser ses crimes, et jugez si ma balle n'était pas justice. Le verdict est tombé comme un coup près, non coupable, par légitime défense morale. Une jurisprudence floue, inspirée de cas comme Outreau, où les secrets familiaux excusent l'excès. La salle a explosé. Applaudissements d'un côté, huées de l'autre. J'ai été libéré sur le champ, marchant dehors sous un ciel de plomb, flash crépitant comme une averse. Père m'attendait dans une voiture anonyme, conduit par un infirmier. « Rentrons à la maison, fils », a-t-il dit, et pour la première fois, ses yeux brillaient sans ombre. Mais la victoire était aigre. L'entreprise, vendue aux enchères pour rembourser les dettes, a fini aux mains des Duval, ces vautours du Sud. Claire a élevé l'enfant, un garçon, prénommé Alexandre ironiquement, loin de Bordeaux, dans un appartement modeste de Lyon. Moi, j'ai repris les vignes familiales, ces lopins sauvés du naufrage, produisant un vin amer, un rouge sombre baptisé « Vengeance ». Il s'est vendu bien, paradoxalement, dans les caves des intellectuels parisiens, symbole d'une France divisée entre tradition et rupture. Est-ce une fin heureuse? Pour certains, oui, la malédiction brisée, l'honneur restauré. Pour d'autres, une farce tragique, où le sang appelle le sang, et la revanche n'est qu'un cercle infernal. Je vis désormais à Arcachon, face à l'océan, buvant du vin simple avec père, nos conversations hantées par les absents. Et parfois, la nuit, j'entends la voix d'Alexandre, les vrais hommes dirigent les affaires. Peut-être avait-il raison. Ou peut-être que les vrais hommes, tout simplement, survivent.